L'invité matinal de ce vendredi reçoit pour vous, chers internautes, Abdel Farid Allais. Il est spécialiste du numérique et de la cybersécurité. Je le reçois pour vous avec Abdel Allais Achiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Atifa Olafa, Abdel Farid Ali, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. on parle de la cybersécurité. Avec vous, on va s'entretenir sur déjà la protection des enfants face aux risques du numérique, comment réagir face à une cyberattaque et l'essai sur la protection des données personnelles et cybersécurité. Alors, d'entrée, c'est quoi le numérique et la cybersécurité? Alors, il faut dire que nous sommes passés et nous continuons de passer d'une étape où on utilisait pas mal de papier, voilà, vers aujourd'hui un phénomène de digitalisation où aujourd'hui on essaie de limiter certaines pratiques. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui se mettent en ligne. Depuis ces plateformes, vous pouvez payer vos factures, consulter vos relevés et faire des démarches administratives. Donc, tout cet ensemble-là, c'est ce que je vais appeler le phénomène du numérique. Voilà. Donc, tout ne se limite pas à ça, mais on sent quand même qu'on est en train d'effectuer une migration vers des pratiques, je vais dire, très, très anciennes, administratives qui sont assez lourdes, vers des démarches aujourd'hui plus simplifiées. Et tout ça va avec la digitalisation et le numérique. Pour revenir sur la cybersécurité, il n'y a pas de définition précise exacte, mais je peux résumer en disant que ça va être un ensemble de mesures et de techniques qui vont participer à garantir la confidentialité. Donc, ça serait que la personne autorisée a bien accès à l'information, l'intégrité, que la donnée ne soit pas modifiée, la disponibilité, quand j'ai besoin d'accéder à l'information, elle est disponible, Oui. et la traçabilité, que je m'assure que ceux qui accèdent aux données sont bien tracés pour qu'en cas de problème, je puisse y revenir. Donc, on va retrouver des mesures organisationnelles et des mesures techniques qui vont courir à garantir la cybersécurité, par exemple, d'une entreprise. Quel est le lien entre la cybersécurité et la cybercriminalité? Alors, on va dire que la cybercriminalité est un bout de partie dans la cybersécurité. Par cybercriminalité, on va prendre plus en considération des actes malveillants posés par des individus dans le but de nuire, principalement. Quand on va parler de cybersécurité, on va parler uniquement que d'actes malveillants. On va aussi parler de mesures de défense qu'on peut mettre en place pour limiter les attaques quand ces cybercriminels, par exemple, vont essayer de s'introduire dans les systèmes ou dans nos actifs. Voilà. Alors, comme Olafa a eu à le dire à l'entame de cet entretien, on parle de la protection des enfants face aux risques du numérique. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous quelques exemples de risques auxquels les enfants sont exposés. Alors, il y a une panoplie de risques, mais je peux vous en citer certains. C'est l'accès au contenu non adapté. Par contenu adapté, je pense que tout le monde comprend un peu ce que je veux dire. Donc, les sites à caractère pornographique, des sites de vente ou de partage d'informations ou de documents illicites, voilà, des sites de téléchargement illégaux, à titre d'exemple. Comment cela représente un risque pour l'enfant? Alors, l'enfant qui n'a pas le bon niveau de maturité, face à certaines expositions, ça peut transformer son mental. Ça peut agir sur sa psychologie. Exactement, ça peut agir sur sa psychologie. Donc, on a parlé du premier cas qui est l'accès au contenu non adapté. Il y a un deuxième cas qui va être la surexposition aux écrans. Aujourd'hui, on passe énormément de temps sur les écrans. Les écrans, ce n'est pas seulement les téléphones, c'est aussi les écrans de télévision, c'est aussi les consoles. J'ai été fan aussi de consoles quand j'étais plus jeune. Je passais des heures et des heures à jouer et les parents venaient vers moi, criaient il est tard, c'est le moment de dormir. Mais vous étiez habitué à cela. C'est ça. Donc il y a aussi la surexposition aux écrans qui peut entraîner des troubles du sommeil. Voilà. Donc l'enfant dort à 23h, il doit se réveiller peut-être le lendemain à 7h, 8h pour se préparer pour aller à l'école.
Ça peut aussi, des fois, faciliter le décrochage scolaire. Non, il est passionné par le jeu auquel il est attaché, il joue 24 heures sur 24 dessus. Ça, c'est un deuxième type de risque. Je peux encore citer un autre type de risque qui va être plus en lien avec les rencontres. Voilà. Donc aujourd'hui, l'enfant peut créer un compte sur Facebook, TikTok, et ainsi de suite, et se faire approcher par des personnes mal intentionnées. Donc, s'il n'est pas bien accompagné dans ce parcours-là, il peut être exposé à des personnes de l'autre côté qui ont différentes intentions. Exactement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des différents types de risques. Quels sont maintenant les différents types de mesures que vous mettez en place pour protéger ces enfants-là des risques du numérique? Je pense que avant tout, c'est essentiel de communiquer avec les enfants. Donc, que les enfants soient à l'aise d'échanger avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, ainsi de suite. Donc, avoir un discours facilité, ça c'est la première chose. Deuxième action, il y a ce qu'on appelle le contrôle parental. Le contrôle parental va consister à installer un dispositif de sécurité, soit sur le téléphone, soit sur la tablette, soit sur la console, par exemple aussi, voilà, soit sur le PC, qui va permettre de limiter, par exemple, les sites auxquels l'enfant peut accéder. Première chose, peut aussi limiter le temps de jeu, par exemple. C'est possible sur certaines consoles de définir 2 heures de jeu, et puis après 2 heures de jeu, l'appareil se coupe automatiquement. Voilà. Donc il y a ça. Il y a ça. Oui, il y a aussi sur le choix des comptes à créer. Pour protéger l'enfant, ce n'est pas conseillé aussi de créer un compte à base de son nom et prénom. Okay. Ça révèle des infos sur l'identité de l'enfant. Donc, on peut créer un compte générique pour ne pas exposer l'identifiant de l'enfant. Nous, adultes, oui, pour des besoins professionnels, des fois, on peut être amené à créer un compte avec notre nom et prénom pour que le destinataire puisse bien s'assurer que c'est la personne. Exactement. Il y a ça, on peut aussi être amené à installer un antivirus sur l'ordinateur pour éviter que l'ordinateur soit facilement vulnérable, exposé, voilà, et que via cette exposition, que les données de l'enfant puissent être accessibles. Donc ça, c'est quelques mesures sans forcément dans l'État, mais moi, je recommande surtout de garder un échange direct, franc avec l'enfant, et que l'enfant soit aussi en mesure de nous parler. Parce que là, on a parlé de mesures pour protéger, mais il y a le cas où le problème se passe, oui. On fait quoi? Et c'est là où c'est important de garder la confiance avec l'enfant pour que si jamais il tombait sur un cas qui le mette en difficulté, qu'il puisse avoir le courage, la force de venir nous parler pour qu'ensemble, on voit comment l'accompagner sur ça. L'accompagner sur ça. Alors, on doit parler également de la cyberattaque, comment réagir face à une cyberattaque, mais dans tout le jeu, c'est quoi la cyberattaque? On entend souvent ce mot-là dans les films, souvent, on parle de cyberattaque, même dans le très quotidien, mais pour le technicien que vous êtes, c'est quoi la cyberattaque? D'accord. Alors, une cyberattaque va être une suite d'événements qui aura un impact très fort au sein de l'entreprise. Un exemple concret de comment ça marche, c'est généralement l'entreprise fait l'objet de ciblage. Donc, on définit le profil de l'entreprise, on définit des contacts clés au sein de l'entreprise, on essaie de récupérer par exemple leur nom utilisateur, leur email. Sur cette base-là, des campagnes de phishing. Une campagne de phishing, c'est un mail préconçu qu'on reçoit dans notre boîte mail et qui nous invite à cliquer sur un lien pour gagner un cadeau ou pour nous attirer. Donc, en ne faisant pas attention à ça et en cliquant sur ce mail-là, ou même parfois, par mégarde, en installant des programmes qui sont mis en pièces jointes de ces mails-là, ces programmes peuvent activer des actions sur le PC et via ces actions-là, celui qui a envoyé le mail à distance peut prendre le contrôle de l'ordinateur et commencer par se propager au sein du réseau de l'entreprise et bloquer des accès à des données. Ce qu'on retrouve généralement, c'est ce qu'on va appeler des attaques par rançongiciel. C'est quoi un rançongiciel? Un rançongiciel, c'est un programme qui va s'installer sur un ordinateur et qui va verrouiller l'accès aux données. Donc, vous ne pouvez plus rien faire. Et quand vous allez essayer de consulter ces données-là, on vous demandera de payer une rançon. Donc, aujourd'hui, les criminels ne cherchent plus à détruire pour détruire,
ils vont plutôt chercher à étudier les possibilités de récupérer une rançon. Une rançon. Exactement. En quelque sorte. Exactement. Alors, on parle toujours de cyberattaque. Comment cela se manifeste? Alors, comment cela se manifeste? On n'a plus accès à Internet, on n'a plus accès à des dossiers, les écrans peuvent devenir noirs. Voilà, peut devenir noir. On peut peut-être aussi recevoir des mails non sollicités. Voilà. Imaginons par exemple que Abdelkader et moi, nous sommes dans la même entreprise, mais nous sommes ennemis. Voilà, on ne se parle jamais. Et bizarrement, un jour, je reçois un mail d'Abdelkader avec un contenu où je me dis non, non, c'est pas normal. On ne se parle pas, on n'est pas ensemble, il m'envoie ça, c'est que quelque chose ne va pas. Parce que peut-être son compte a été utilisé pour lancer une campagne d'email généralisé et puis je suis récipiendaire de cet email-là. Alors, vous avez parlé tout à l'heure dans vos propos de rançongiciel. Oui. Je prononce bien. C'est ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'il faut, si par exemple nous sommes victimes de cela, est-ce qu'il faut payer la rançon lorsqu'on est victime d'une cyberattaque? Alors, il y a plusieurs cas. Je prends un exemple. Oui. Je suis dirigeant de ma petite PME. Je travaille sur un produit et Petite et moyenne entreprise. C'est ça. Oui. Mon produit, c'est mon produit phare. Donc, tout repose sur ça. Si demain, je suis victime de rançongiciel et que mon produit est bloqué, je ne peux plus rien faire. J'ai deux possibilités. Fermer la boutique et licencier tout le monde, moi compris, ou payer la rançon et espérer peut-être avoir la clé qui me permet de récupérer mes données. Mais qu'est-ce qui me garantit? Mais est-ce qu'il n'y a pas des techniciens compétents à qui on peut faire recours pour faire face à une telle menace? Alors, je finis juste Oui. mon exposé. Si je paye la rançon, rien ne garantit que celui qui a envoyé va me donner la clé pour que je récupère mes données. Il va peut-être se dire, ah, monsieur Allé est bankable, voilà, donc je vais lui demander encore plus d'argent. Donc, c'est soit je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je fais une faillite, ou soit d'autres peuvent se dire, bon, vous demandez 10 000. Ce que je propose, puisque je ne sais pas si vous allez vraiment me donner les éléments, c'est je vais vous faire une avance de 1000, vous me donnez un petit bout de code qui me permet de récupérer une partie, on évolue comme ça petit à petit, de manière à ce que moi je m'arrange à récupérer à minima un petit bout pour pouvoir continuer mes opérations, pour donner tout le bout. Donc ça, c'est peut-être une possibilité. Sinon, généralement, en fait, les autorités recommandent de ne pas payer la rançon. Le choix final revient au final aux dirigeants. Parce qu'il y a des cas où certaines entreprises peuvent payer la rançon, ça ne les dérange pas du tout. Moi, on m'a déjà sollicité sur des cas où un client était même prêt à payer 500 000 € de rançon. Parce que chaque jour qui passait d'inactivité était des millions en fait pour eux. Comme père. C'est ça. Mais dans le cas de figure, comme je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas des techniciens compétents à qui on peut faire recours pour, j'allais dire, endiguer le mal? Alors, pour endiguer le mal, il faut commencer avant tout par la sensibilisation. Donc, c'est important de sensibiliser, former sur les bonnes pratiques. Quand vous recevez des emails de personnes non connues, ne cliquez pas sur les liens qui sont dedans. Voilà. Donc, faire aussi des campagnes de phishing. Une campagne de phishing, c'est une campagne où on va simuler quelqu'un qui est en train d'essayer de s'introduire pour voir comment est-ce que les équipes réagissent. Et derrière, former les personnes dessus. Maintenant, une fois que le problème est arrivé, c'est possible de se faire accompagner par des experts qui vont venir pour investiguer, détecter d'où est-ce que ça vient et aider dans la mise en place de mesures. Un point qui est très important par rapport au rançongiciel, c'est travailler à avoir des sauvegardes qui ne sont pas stockées sur le même système que le système cœur. Ça permet, en cas d'attaque, de se dire, ok, ce n'est pas grave, moi j'ai une copie, il suffit juste que je n'aurai pas de la copie saine, je reprends mon système. Mais par contre, si on n'a pas de sauvegarde, on reste bloqué, on ne peut plus rien faire. Alors, comment peut-on éviter la cyberattaque ou limiter ses impacts? Alors, éviter, on ne peut pas, le risque zéro n'existe pas, mais on ne peut que essayer de limiter les risques. Voilà. Donc, dans la limitation, comme j'ai dit, il y a la partie sensibilisation. Oui. Voilà.
Et il y a aussi d'autres éléments. Alors, ce que je vais citer, ce n'est pas la liste exhaustive, mais c'est quand même des mesures qui vont permettre de limiter un peu les risques. Ça va être de gérer l'authentification. Donc, s'assurer que j'ai un identifiant, un mot de passe pour me connecter au système. C'est gérer l'habilitation. S'assurer que Abdelkader a les bons droits pour se connecter au bon équipement et qu'il n'a pas plus de droits que le droit prévu. Parce qu'en cas de compromission de son compte, il a plus de droits prévus, l'attaquant pourra accéder à plus de ressources. Ok. C'est faire attention dans le choix des mots de passe. Mots de passe complexes, contenant à minima, j'ai envie de dire, 12 caractères, contenant majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux, et modifier aussi les mots de passe à des fréquences déterminées. D'accord. Donc tout cela permet quand même, c'est valable pour ceux qui ont des comptes Facebook, WhatsApp, TikTok et autres. C'est pareil, c'est Twitter. pareil. Alors, je vais me rajouter surtout sur les comptes des réseaux sociaux, n'hésitez pas à activer la double authentification. La double authentification, c'est un moyen supplémentaire de protéger son compte. Dans le sens où, si quelqu'un réussit à obtenir votre identifiant et puis votre mot de passe et qu'il essaie de se connecter, un code peut être envoyé à un numéro que vous avez préenregistré Tout à fait. et qui doit renseigner. S'il n'a pas ce numéro, que ce n'est que vous qui l'avez reçu, il sera bloqué à cette étape-là. Donc, n'hésitez pas à rajouter la double authentification quand c'est possible. Quand c'est possible. Et faire attention, je rajoute, Oui, faire allez-y. attention au réseau Wi-Fi public. C'est-à-dire, en d'autres termes. Alors, les réseaux Wi-Fi publics permettent de partager les connexions Internet. Sauf que rien n'empêche un criminel de venir poser à côté un faux réseau. C'est-à-dire, Alors, un réseau public, ça va être une borne. Une borne. je donne un exemple simple pour peut-être que nos amis internautes C'est comprennent. ça, c'est ça. Il y a un hôtel là, l'hôtel a un Wi-Fi. Exactement. Voilà. Voilà. L'hôtel a un Wi-Fi qui repose sur des équipements réseau, voilà, qui ont une certaine nomenclature Oui. et un certain rayonnement aussi. Voilà. Oui. L'équipement rayonne sur un périmètre. Oui. Quelqu'un peut venir à côté installer sa propre borne. Voilà. Avec un réseau Wi-Fi. Qui est Donc, fausse. Exactement. Il peut peut-être même l'appeler un peu comme l'équipement de l'hôtel. Ok. Donc, si je ne fais pas attention au bon choix d'équipement, au lieu de passer par l'équipement officiel, bah, je pourrais être détourné par l'équipement non officiel. Officieux. C'est exactement. Et tout ce qui va passer par cet équipement non officiel pourrait être récupéré sur la base de comment est-ce que la personne malveillante l'a configuré. Ok. Donc, quand vous allez dans les lieux publics, les hôtels, les compagnies, n'hésitez pas à demander de façon très très officielle le nom du réseau Wi-Fi. Comme ça, vous êtes sûr que ce qu'on vous donne Le nom est du la bonne réseau information. et le mot de passe. Exactement. Voilà. Alors, il y a deux cas. La facilité, où on vous donne le nom du réseau et puis le mot de passe. Sauf que, avec ça, c'est compliqué de savoir qui a effectué des actions. Si vous et moi, on utilise le même réseau puis le mot de passe, et que j'effectue des actions, et que vous faites des actions, on ne pourra pas forcément savoir qu'est-ce qui vient de Abdel Farid et qu'est-ce qui vient d'Abdel Kader. Pour éviter ça, des structures ont mis en place des mécanismes de connexion. C'est-à-dire quoi? Je me connecte au réseau Wi-Fi et me demande de créer un compte nominatif où je mets Abdel Farid, un email, et après j'ai un compte et puis un mot de passe spécial à moi pour me connecter. Ça permet de tracer les actions qui viennent de Farid et les actions d'Abdel Kader. Donc, c'est si une demain- recommandation que vous faites là ce matin au chef d'entreprise. c'est ça, exactement. Si possible, tracer les actions utilisateurs pour pouvoir savoir qu'est-ce qui vient de qui, pour qu'en cas de problème, qu'on puisse remonter à la racine. Parce que si cette traçabilité n'est pas assurée, j'ai un problème, on ne pourra pas forcément savoir qui a fait quoi, comment. Tout le monde sera en garde à vue. Exactement, exactement. Alors, à présent, on va aborder votre essai, l'essai que vous avez sorti sur la protection des données personnelles et cybersécurité. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à sortir cet essai? Alors, depuis quelques années, dans le cadre de mon passage à Cotonou, j'essaie de rencontrer des acteurs pour identifier un peu les comportements face au numérique. Voilà. Et il m'est arrivé de constater des pratiques qui ne sont pas saines, déjà dans mon propre entourage. Voilà. Oui. Donc à chaque fois, je dis à mes proches, non, fais pas ça comme ça, fais pas ça comme ça, fais pas ça comme ça. Quelques exemples très rapidement de pratiques pas très saines.
pas très saine. J'ai un téléphone, je ne mets pas de mot de passe. Si le téléphone est perdu, volé, celui qui récupère a accès intégral au contenu du téléphone. C'est dangereux. C'est ça. Deuxième cas, les téléphones comme les ordinateurs viennent avec des mises à jour de sécurité qu'il faut installer. Si je n'installe pas ces mises à jour de sécurité, l'appareil reste vulnérable. Et si, par hasard, quelqu'un réussit à m'envoyer, par exemple, un lien piégé et que je clique dessus, ça peut me permettre facilement d'infecter le téléphone. Oui, ça consomme de la data, mais il faut choisir. Quand on va vers le numérique, il faut aussi mettre le budget derrière, donc mettre à jour aussi les mises à jour de sécurité du téléphone et aussi bien des applications. Du logiciel. Exactement, utiliser les dernières versions des applications et éviter aussi de télécharger des applications sur les sites non officiels. Aujourd'hui, c'est possible à la personne malveillante d'occuper une application officielle et de la modifier avec des programmes malveillants et la rendre publique. Donc, moi, je vais me vanter en disant, ah oui, moi j'ai l'application gratuite. Vous allez dire, oui, vous l'avez payé. Sauf que, généralement, quand quelque chose est gratuit, c'est qu'on a nous-mêmes le produit. C'est ça. C'est ça. Donc, faire attention aux sources où on récupère les applications pour les installer. Que les sources soient officielles. Alors, à qui s'adresse cet essai? Alors, cet essai s'adresse à tout le monde. Il n'est pas fait pour des spécialistes. Oui. L'objectif pour moi, c'était de rendre le message assez clair, transparent, fluide pour que tout un chacun puisse se retrouver. Ok. En quelque sorte. Alors dites-nous, est-ce que vous pouvez nous citer quelques chapitres? Comment vous l'avez modulé, cet essai? Je me suis arrangé à faire en sorte que chaque chapitre puisse intéresser différentes populations. Typiquement, j'ai un chapitre où je rappelle un peu c'est quoi les données personnelles, comment les protéger. J'aborde aussi la thématique de la protection de l'anonymat. Donc pour certaines personnes, à certains moments, ont besoin de conserver leur anonymat. Donc comment le faire? J'aborde aussi la notion de la protection des enfants face au risque du numérique, plus en détail. Donc ça, typiquement, ça peut intéresser les parents. J'aborde aussi le sujet des élections et la cybersécurité. Comment est-ce que la cybersécurité peut impacter les élections, la phase avant, pendant et après. J'aborde aussi la thématique du rôle du conseil d'administration et la cybersécurité. Aujourd'hui, certaines entreprises, si elles sont victimes de cyberattaques, elles peuvent complètement fermer la porte. Donc pour éviter ça, il faut que les dirigeants de l'entreprise puissent s'assurer que les bonnes mesures de sécurité ont été mises en place par les dirigeants de l'entreprise pour qu'en cas de survenance de cyberattaque, que l'entreprise puisse suivre et continuer par fournir les services. D'accord. Alors pour ceux qui voudraient disposer de cet essai, c'est où? Alors cet essai est disponible aussi bien en version papier qu'en version électronique sur les principales plateformes dans le monde, j'ai envie de dire, tout ce qui est Amazon, Fnac, Cultura. Aujourd'hui au Bénin, c'est disponible à la librairie Notre-Dame et aussi à la SONEC. Tout à l'heure, vous avez parlé de données à caractère personnel. Oui. J'ai bien envie de poser la question de savoir quelle est votre opinion sur les travaux enclenchés de part et d'autre par l'APDP. Alors, on a la chance d'avoir une belle agence, voilà, qui essaie de faire de son mieux, voilà, pour encadrer l'utilisation des données à caractère personnel. C'est des spécialistes, voilà, qui font un peu leurs travaux. Je pense que quels que soient les travaux qui sont menés par des agences d'État... Les travaux sont-ils efficients? Alors, tout est une continuité. On ne peut pas tout mettre en place à 100%. Mais par contre, c'est important que des personnes comme moi viennent aussi en mode société civile pour contribuer à la sensibilisation. Les acteurs qui sont là ne peuvent pas forcément tout faire, quels que soient les moyens qu'on leur met à disposition. Donc, c'est aussi bien que nous, de notre côté, qu'on puisse à notre façon pouvoir les accompagner dans les campagnes de sensibilisation comme ce qu'on est en train de faire là, pour que l'information descende au plus bas. Et moi, je vais insister sur un point, c'est aussi important que ces messages-là soient traduits en langue locale. Aujourd'hui, on parle en français, mais c'est aussi bien que ce type d'infos
soit traduit en langue locale pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école puissent aussi avoir le même niveau de discours et faire attention à leurs données personnelles. Merci à vous, Abdel Farid. C'est curieux, aujourd'hui j'ai 2 Abdel sur le plateau. Je vais laisser le premier Abdel Kader vous représenter et puis ce sera tout. Ce sera tout, effectivement. À nos amis internautes, on rappelle que Abdel Farid Allé est, comme l'a dit tout à l'heure Atifa Olafa, spécialiste du numérique et de la cybersécurité, mais notez qu'il est également diplômé de la grande école d'ingénierie ECE Paris. Il a effectué principalement sa carrière dans différents cabinets d'audit et de conseil internationaux en France et au sein d'un player de la cybersécurité. Depuis plusieurs années, il mène des actions de sensibilisation et d'accompagnement de différents acteurs sur la cybersécurité en Afrique. Également, il accompagne depuis une dizaine d'années les organisations françaises et internationales sur les sujets tels que la réalisation de diagnostics cybersécurité pour les directions générales, la direction des systèmes d'information, l'accompagnement de la direction de l'audit interne dans l'évaluation de la cybersécurité, l'accompagnement du contrôle interne dans l'évaluation du dispositif de prévention des cyberattaques, l'audit de sécurité de groupes et filiales, l'accompagnement de la gestion de crises cyber et différentes missions de conseil en cybersécurité. Merci à vous, Abdelkader Chiro. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci d'avoir conduit cet échange avec moi. Merci à vous, Abdel Farid Allé. C'est un plaisir d'avoir échangé avec vous sur ces différentes thématiques. Voilà, chers internautes, c'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci d'être resté en notre compagnie. Excellent week-end en compagnie de nos différents programmes sur ESAE TV.